Et maintenant, je vais donner la parole. Alors, il aurait peut-être été logique que ce soit vous qui commenciez, parce que c'est quand même la Russie qui, dans cette affaire, a réalisé ce que Descartes appelle le primum mobile, le mouvement initial, la shitnode initiale, plus qu'une shitnode d'ailleurs. En tout cas, je vous laisse la parole pour présenter l'aspect russe de l'affaire, qui n'est pas négligeable, puisque, comme disait Winston Churchill, dans une guerre vient toujours un moment où il faut s'intéresser aux intentions de l'adversaire. Absolument. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur et Madame les députés. Je vais vous proposer un regard, un petit plongeon dans la politique intérieure, dans ce qui se passe depuis 2 ans, côté russe, et un peu moins côté ukrainien. Je suis plutôt la spécialiste de la Russie. Dans les 10 minutes, parce que vos prédécesseurs vous ont un peu mangé votre temps. Alors, 10 minutes, certainement, mais essayez de ne pas trop dépasser. Très bien. Le premier point, la Russie est déjà entrée dans la période électorale avec le vote anticipé. Par commodité de langage, on parle des élections, alors que, si je reprends le terme des oppositions russes, il faudrait parler plutôt de l'opération électorale spéciale, car évidemment, dans ce type des régimes autoritaires, les résultats des élections peuvent être connus d'avance. Vladimir Poutine fera au moins le score de 77%, qui était son score pendant les élections précédentes en 2018. Il faut dire que ces élections se déroulent selon le format le plus conservateur et le plus verrouillé de toutes les élections auxquelles Vladimir Poutine a participé, car à part lui, il n'y a que 3 autres candidats qui sont peu connus du public large, au point que l'un d'eux, par exemple, Leonid Slutsky du parti LDPR, utilise sur ses affiches électorales la photo du président fondateur de son parti plutôt que la sienne. Aucun de ces 3 candidats n'ira faire la campagne dans les régions nouvellement annexées pour ne pas gêner les autorités russes. Aucune stratégie efficace de l'opposition n'est possible. Nous avons tous constaté la mort, la disparition d'Alexei Navalny il y a 2 semaines en prison, et sa mort et le traitement de son corps ont heurté même le camp loyaliste. Néanmoins, ces élections sont à observer. Il y a des points de tension qui sont inattendus pour les autorités russes, et notamment autour du candidat de Boris Nadezhdin, qui était censé être un candidat confortable et qui finalement était évincé de la course électorale. D'autres choses à surveiller pendant et après ces élections. Quel sera le parti, le candidat qui arrivera le deuxième? Ça nous en dira un petit peu plus sur l'état d'esprit de la société russe. Est-ce que ce sera le candidat communiste, comme c'est le cas depuis plusieurs élections présidentielles en Russie, ou est-ce que ce sera le candidat d'Avankov, qui représente le parti Novые Люди, les gens nouveaux, qui essaie de porter un agenda anti-guerre? Et surtout, le point à observer après les élections, y aura-t-il une nouvelle mobilisation partielle pour assurer une percée en Ukraine? Il faut dire que tout est prêt pour. Les dossiers sont numérisés. Il y a très peu d'échappatoires aujourd'hui pour les personnes qui voudraient, comme pendant la première mobilisation partielle, se soustraire à cette obligation. Il y a aussi un coût politique et économique à assurer pour ce type de décision. Pour l'instant, le discours officiel consiste à dire qu'on n'en a pas besoin. Néanmoins, les correspondants militaires, cette nouvelle catégorie apparue en Russie avec la guerre, les voyenkorps, rapportent depuis les tranchées qu'il y a un manque de personnel dans les formations d'unités régulières et que les chiffres des militaires sous contrat sont très probablement gonflés, car ceux qui re-signent le contrat une deuxième fois sont comptés comme les nouveaux recrues. En ce qui concerne l'état d'esprit des élites russes au bout de 2 ans de guerre, il faut dire que les élites russes sont extrêmement homogènes. La moyenne d'âge d'une 60aine de personnes les plus proches de Vladimir Poutine est de 64 ans, et c'est une différence flagrante avec les élites ukrainiennes, qui sont à peu près des quadragénaires et qui ont toujours connu l'Ukraine indépendante et n'ont pas eu cette expérience de l'URSS comme les élites russes. On observe que depuis le début de la guerre, il y a très peu de défections dans les rangs des élites russes. On peut compter sur les doigts maximum de 2 mains ceux qui sont partis à l'étranger
ou abandonner la citoyenneté russe, comme ces 7 milliardaires auxquels je pense. Les coupables des échecs initiaux n'ont pas été punis. Le ministre Shoigu et le chef de l'état-major Gerasimov gardent toujours leur poste. La guerre n'a pas non plus été un ascenseur social pour les anciens combattants. Il y a donc une stabilité, voire une sclérose des élites russes depuis 2 ans. Il faudra observer ce qui va arriver après les élections. Est-ce qu'il y aura des mouvements de chaises musicales au plus haut sommet des élites russes? Pourquoi ces élites sont aussi soudées? Il y a différents sentiments qui les animent. Évidemment, la peur de tout perdre, la peur aussi physique et pour leur famille. On a vu toute une série de meurtres, y compris à l'étranger, notamment pendant l'année 2022. Il y a aussi le calcul pragmatique qui anime ces élites. Le prix de sortie est très élevé. Il est plus avantageux de rester à bord du navire. Pour beaucoup, la guerre, c'est aussi un moyen d'enrichissement, la possibilité de mettre la main sur les actifs, y compris les actifs étrangers, comme c'était le cas pour le clan Kadyrov avec les actifs de Danone. Néanmoins, si la situation est vivable pour eux, elle n'est pas tout à fait confortable. Elle comporte des risques. Vladimir Poutine vieillit, le temps ne joue pas pour lui. Et les loyautés sont fragiles, comme on a pu le voir pendant la mutinerie de Yevgeny Prigojine, où les élites n'ont pas trop bougé. Et d'ailleurs, ce sont les mêmes qui avaient prêté allégeance à Dmitri Medvedev et reprêté allégeance à Vladimir Poutine. On voit donc que ces élites sont extrêmement malléables à partir du moment où ils conservent leur fortune et leur position. La société russe, au bout de 2 ans de guerre, officiellement, l'approbation de l'action du président, c'est 80% des Russes, et 77% approuvent l'action des forces armées russes en Ukraine, et ces chiffres sont stables depuis le début de la guerre. En réalité, derrière, il y a plusieurs tendances. Il y a la Russie qui a immigré, on chiffre jusqu'à 1 million le nombre de personnes qui ont quitté la Russie. Il y a les Russes anti-guerre, et ce noyau pourrait représenter, en fonction de la question, entre 20 et 25 personnes de Russes. Ce sont les Russes qui sont restés dans le pays, mais qui se manifestent parfois d'une manière extrêmement faible, comme les tags anti-guerre, comme les fleurs qui ont été amenées au pied de différents monuments après la mort d'Alexei Navalny. 200 000 dossiers sont en cours d'instruction pour les actions anti-guerre, selon le VD Info. C'est une partie de la Russie qui manifeste dans les sondages les sentiments de fatigue, de dépression et de désarroi. Une deuxième Russie, c'est une Russie pro-guerre. Et c'est une Russie qui, selon l'aveu même du directeur d'Ovtium, qui est un organisme de sondage proche de l'administration présidentielle, représente 10-15%. Ces Russes anti-guerre se composent de plusieurs groupes. Et il y a un grand groupe parmi eux des gens qui bénéficient économiquement et socialement de cette guerre. C'est une opportunité pour eux de changer la situation financière, d'augmenter le prestige social, de profiter des avantages pour eux, pour leur famille, le groupe pro-guerre, absolument, et pour leurs enfants. Pour la première fois, peut-être la Glubinka, la Russie profonde, a le sentiment d'être remarquée et de valoriser pour les autorités russes. Un troisième groupe, c'est une Russie apolitique, une Russie majoritaire qui occupe la position d'un petit homme qui n'influence rien, qui n'est responsable de rien. C'est l'une des caractéristiques principales de cette partie de la population. Ils essaient de se concentrer sur leur vie privée, leur professionnelle, et se distancer de la guerre, et ce qui, dans une grande mesure, est aujourd'hui possible. Le gouvernement, d'une manière paradoxale, fait aussi tout pour que cette partie de la population ne ressente pas directement les effets de la guerre. Dans cette partie, il y a quand même à noter le mouvement des femmes de mobiliser qui a commencé par les simples revendications pour faire rentrer leurs maris qui n'ont pas connu de rotation depuis plusieurs mois au front et qui portent de plus en plus un message anti-guerre. Cette Russie est fatiguée de la guerre. Les sondages le montrent d'une manière directe ou indirecte.
83% souhaitent que les autorités se concentrent sur les problèmes internes. 58% souhaiteraient le cessez-le-feu avec l'Ukraine. Le problème, si ces gens-là n'ont pas soutenu la guerre et ne sont pas responsables du déclenchement de cette guerre, ils ne souhaitent pas non plus la défaite de la Russie. Ils ont très peur des conséquences, de payer les réparations, d'être désignés aussi comme responsables. Et si, par exemple, une décision hypothétique du président sur le cessez-le-feu immédiat serait soutenue par 70% des personnes sondées, la même décision, si elle est accompagnée d'une condition de retour de territoire à l'Ukraine, seulement 34% des Russes auraient soutenu cela. Un mot sur l'économie russe, qui tient bien. L'année dernière, la croissance de la Russie était de 3,6%. On peut énumérer plusieurs facteurs qui ont contribué à cela, comme les revenus élevés des ventes du pétrole et le gaz, la réorientation des flux vers la Chine et l'Inde, toutes sortes de techniques utilisées pour contourner les sanctions, comme l'utilisation de la flotte fantôme. L'État a massivement investi aussi dans l'économie, et notamment dans le secteur militaro-industriel, qui représente aujourd'hui 6% du PIB et 30% du budget russe. Il y a eu des aides qui ont été distribuées aux combattants, aux soldats, aux volontaires. La hausse des salaires dans différents secteurs a commencé par le complexe militaro-industriel. Tout cela, ça alimente la consommation, moteur de la croissance en Russie. L'effort de guerre de 6% n'est pas critique aujourd'hui pour l'économie russe. Le Fonds de prospérité nationale représente au 1er février 2024 134 milliards de dollars. Et je suis d'accord avec M. Gros quand il dit que l'économie russe n'est pas encore tout à fait sur les rails de la guerre. Il y a encore de la marge de progression. Les entreprises fonctionnent en plein régime. Néanmoins, il n'y a pas d'utilisation de la main-d'œuvre féminine ou de la reconversion des entreprises qui produisent la production civile vers la production militaire. Mais l'équation globale n'est pas facile à tenir. Financer l'effort de guerre, assurer la stabilité macroéconomique, porter la dépense sociale considérable, investir dans les régions annexées, tout cela demande des fonds considérables et la Russie accumule des fragilités. Il y a une vraie distorsion avec cet avantage dont bénéficie le complexe militaro-industriel et ce ne sont pas des dépenses non productives. Les compagnies privées sont obligées de chercher des solutions, de nouvelles chaînes de logistique qui sont plus longues et plus coûteuses. Et une fois qu'ils les trouvent, il faut recommencer, car à cause de la menace des sanctions secondaires, par exemple, dernièrement, même les banques émiraties et chinoises commencent à refuser à faire passer les transactions russes. Il y a un manque de cadres qualifiés, bien évidemment. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que la critique économique reste permise en Russie et la présidente de la Banque centrale elle-même dit que l'économie russe est surchauffée. Nous allons rouler rapidement, mais pas longtemps. Dernier point sur l'Ukraine. Des choses ont déjà été dites sur l'âge moyen des soldats, sur la difficulté de recruter pour l'armée russe, notamment pour les jeunes. La nouvelle loi sur la mobilisation a beaucoup de mal à faire passer par la Rada ukrainienne. Elle est encore en cours d'examen avec 1700 amendements qui ont été proposés. On a vu un début de dissension au plus haut sommet de l'État ukrainien, entre notamment Volodymyr Zelensky et le général Zaluzhny, le chef de l'état-major des forces armées ukrainiennes, qui a dû démissionner. Tout cela nous interpelle sur la solidité de l'union sacrée autour de Volodymyr Zelensky. En effet, quand on regarde les sondages, il y a une petite érosion chez les Ukrainiens. C'est le nombre de personnes qui disent que les choses en Ukraine vont dans la bonne direction n'a jamais été aussi bas depuis le début de la guerre. Il est de 36% aujourd'hui face à l'évaluation négative qui est partagée par 46% de personnes. Néanmoins, cela ne veut pas dire que les Ukrainiens baissent les bras et qu'il y a un défaitisme qui s'empare des esprits en Ukraine. Le sentiment qui anime les Ukrainiens avant tout, c'est qu'il n'y a pas d'alternative au combat.
Hier, j'ai écouté Kaja Kallas, la présidente estonienne, qui a eu une très bonne phrase, et je pense que les Ukrainiens la partagent. Il y a la paix et la paix. Et depuis la Deuxième Guerre mondiale, pour l'Europe occidentale, c'était la liberté et la prospérité. Et pour nous, dit Kaja Kallas, c'était l'occupation et la déportation. C'est exactement ce que craignent les Ukrainiens, que la paix signifie plutôt la perte de l'identité nationale, l'occupation et la perte de la souveraineté de l'Ukraine. Donc, quand les Ukrainiens ne sont pas prêts aux concessions territoriales, même si le pourcentage de ceux qui pourraient le faire commence à augmenter, notamment à l'est et au sud du pays, néanmoins, ils sont quasiment 80 aujourd'hui de dire qu'ils ne sont pas prêts à accepter la paix en échange de la concession territoriale. Et ce qui est important, c'est que parmi ces gens-là, ceux qui refusent les concessions territoriales, 65%, ce sont les citoyens russophones. En conclusion, quand on analyse l'état des belligérants, il ne faut pas, en une minute, il ne faut pas s'attendre à l'effondrement sur le court et moyen terme de l'un des deux belligérants. Il n'y a pas de défaitisme des deux côtés, ni de l'un ni de l'autre. La guerre d'attrition risque de durer. Les volontés politiques, la vigueur et la force du corps social dans le cas ukrainien et l'apathie du corps social russe, les bases économiques soutenues par l'Occident dans le cas ukrainien, font que la guerre s'installe dans la durée. Et la clé de cette guerre, et je suis d'accord avec mes collègues, est chez les Occidentaux. L'issue de la guerre, la durée, dépendent du soutien à l'Ukraine, fort et mou, ou de son abandon.